Le soleil déclinait lentement derrière les toits de Bordeaux, baignant la Garonne d'une lumière dorée. Depuis la terrasse de ma propriété à Mérignac, j'observais ce spectacle quotidien, un verre de whisky à la main. 32 années que je m'installais ici, chaque soir, pour regarder le jour s'éteindre. Ce rituel prenait aujourd'hui une importance particulière que je n'aurais jamais imaginée. Je m'appelle Gilbert Deschamps. 67 ans au compteur, dont 30 passés à construire Deschamps Logistique, une entreprise de transport qui a démarré avec un vieux Renault acheté à crédit et une détermination sans faille. Aujourd'hui, nous possédons 42 camions, 3 plateformes logistiques réparties entre Bordeaux, Toulouse et Bayonne, et 123 employés qui font tourner cette machine que j'ai créée de mes mains. Ce matin-là, en préparant ma journée, j'ai remarqué du sang sur mon mouchoir après une quinte de toux. Pas une petite trace, non. Une tache rouge vif qui ne laissait aucun doute sur son origine. Ce n'était pas la première fois depuis quelques semaines. J'ai jeté le mouchoir, enfilé ma veste et pris la route du bureau comme si tout était normal. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Sur le mur de mon bureau trônaient les photos retraçant l'histoire de l'entreprise. Le premier camion, un vieux berlier que j'avais retapé moi-même. Le premier entrepôt, un hangar délabré dans la zone industrielle de Bruges. Les premiers employés, 2 chauffeurs qui avaient cru en mon projet fou. Et cette photo de l'inauguration de notre 3e site, moderne et automatisé, où je pose aux côtés de mon fils Mathieu et de sa femme Camille. Tous souriants pour la presse, mais ces sourires sonnaient faux. Camille était entrée dans notre vie 7 ans plus tôt. Grande blonde au sourire parfait, elle travaillait dans l'immobilier haut de gamme sur le bassin d'Arcachon. Elle avait vendu à Mathieu son premier appartement avec vue sur mer, puis s'était vendue elle-même avec la même efficacité commerciale. Quelque chose chez elle m'avait toujours mis mal à l'aise. Peut-être cette façon qu'elle avait d'évaluer chaque objet, chaque meuble de la maison, comme si elle calculait mentalement leur valeur marchande. Ma femme Hélène était décédée 15 ans auparavant. Un accident vasculaire cérébral foudroyant. Nous avions pris le petit déjeuner ensemble le matin, et le soir, je rentrais dans une maison vide. Depuis, Mathieu s'était éloigné. Il avait toujours été plus proche de sa mère qui comprenait sa nature artiste, ses aspirations créatives. Moi, je n'y voyais qu'un manque de pragmatisme. J'avais insisté pour qu'il étudie la gestion, qu'il apprenne le métier. Il avait résisté, nous nous étions disputés. Finalement, il était devenu analyste financier dans une banque parisienne. Un métier que je considérais comme une trahison de l'entreprise familiale. Maintenant, il vivait à Paris, portait des costumes à 2000 € et me regardait comme une relique d'un autre temps. Ses visites se limitaient à 3 occasions annuelles. Noël, mon anniversaire et la Toussaint pour fleurir la tombe de sa mère. Chaque visite était chronométrée, chaque conversation pesée. Le docteur Morvan me recevait depuis 20 ans dans son cabinet du centre-ville. Quand je lui ai parlé du sang, son visage s'est assombri. Les examens se sont enchaînés rapidement. Scanner, analyse, biopsie. Le verdict est tombé comme un coup près. Cancer du pancréas, stade 4, avec métastases hépatiques et pulmonaires. 6 mois de vie, 8 avec de la chance et un traitement agressif dont l'efficacité restait hypothétique. En sortant de la clinique, j'ai pris ma décision. Personne ne devait savoir. Ni Mathieu, ni les employés, ni personne. C'était mon combat, ma fin, mes conditions. J'ai repris ma voiture et me suis rendu directement au bureau de Transeuropa, un grand groupe logistique européen qui tentait de racheter ma société depuis 2 ans. Il était temps d'écouter leurs propositions. Le siège de Transeuropa occupait une tour moderne face à la Cité du Vin. Vincent Marlier, leur PDG, m'attendait avec son directeur financier et leur avocate. Ils proposaient 7 millions d'euros pour l'ensemble. J'ai négocié serré, évoqué nos nouveaux contrats, notre croissance, notre implantation stratégique. Finalement, nous nous sommes accordés sur 9 millions, avec une clause particulière. Confidentialité absolue pendant 3 mois. Personne ne devait être informé de la vente avant l'annonce officielle. Le soir même, surprise, la Tesla de Mathieu était garée devant la maison. Lui et Camille m'attendaient dans le salon, habillés comme pour un cocktail mondain. L'inquiétude feinte se lisait sur leur visage. « Papa, nous nous faisons du souci pour toi », commença Mathieu. « Tu as l'air fatigué. Tu devrais peut-être lever le pied, penser à ta succession. » Camille renchérit avec son sourire commercial.
Gilbert, vous savez que nous sommes là pour vous aider. Mathieu pourrait s'impliquer davantage dans l'entreprise, vous conseiller sur les aspects financiers. Leur manège était pathétique. Après 15 ans d'absence, voilà qu'ils s'intéressaient soudainement à ma santé et à mes affaires. J'ai écourté leur visite, prétextant un rendez-vous téléphonique important. Les jours suivants, j'ai organisé la protection de mes actifs. Un compte dans une banque suisse, un trust irrévocable, un nouveau testament rédigé par Maître Lefebvre, un avocat réputé pour sa discrétion. Les 9 millions seraient intouchables, destinés à créer une fondation pour la recherche médicale et des bourses pour jeunes entrepreneurs issus de milieux défavorisés. Une semaine plus tard, alors que je somnolais dans mon fauteuil après avoir pris mes antalgiques, des voix m'ont tiré de ma torpeur. Mathieu et Camille étaient dans la maison. Comment étaient-ils entrés? Mathieu avait dû garder ses clés d'adolescent. Leur conversation dans la cuisine me glaça le sang. Camille expliquait qu'elle avait trouvé un médecin complaisant, le docteur Rousseau, prêt à signer un certificat d'incapacité mentale pour 5 000 €. Son père connaissait un juge qui validerait une mise sous tutelle. Une fois Mathieu nommé tuteur, il pourrait vendre l'entreprise à leur contact chez Logifrance qui offrait 10 millions. On le placera au jardin du crépuscule à Pessac, disait Camille. C'est correct et pas trop cher. Pourquoi payer une fortune pour un établissement de luxe qu'il ne sera même pas en état d'apprécier? Mathieu semblait hésiter, c'est quand même mon père. Ton père qui t'a toujours rabaissé, qui n'a jamais respecté tes choix, qui a préféré ses camions à ta remise de diplôme. C'était faux. J'étais à sa remise de diplôme, assis au dernier rang. J'avais simplement eu du mal à exprimer ma fierté, empêtré dans ma pudeur de vieux bourru. Le lendemain de cette découverte, j'ai accéléré mes démarches. La vente à Transeuropa fut finalisée en urgence. L'argent fut immédiatement transféré dans le trust. Maître Lefebvre finalisa le testament excluant explicitement Mathieu et Camille de tout héritage. Ma secrétaire, Denise, qui travaillait avec moi depuis 25 ans, remarqua mon état de santé déclinant. Je lui confiai une enveloppe cachetée contenant les coordonnées de mon avocat, à n'ouvrir qu'en cas d'urgence. 2 semaines passèrent. Mathieu multipliait les appels, les visites surprises. Camille insistait pour que je voie son excellent médecin pour un bilan de santé. Je déclinais poliment mais fermement. Puis l'annonce officielle tomba comme une bombe, Transeuropa acquérait des champs logistiques. Mon téléphone n'arrêtait plus de sonner. Journaliste, concurrent, employé, et bien sûr, Mathieu. Sa voix tremblait de rage contenue. Comment as-tu pu vendre sans me prévenir? Je suis ton fils unique. Justement parce que tu es mon fils. Je connais tes projets, Mathieu. Les jardins du crépuscule, le docteur Rousseau, la mise sous tutelle. J'ai tout entendu. Le silence au bout du fil fut assourdissant. Papa, ce n'est pas ce que tu crois. C'est exactement ce que je crois. L'argent est en sécurité, hors de votre portée. Trouve-toi un autre pigeon. L'audience au tribunal eut lieu 3 semaines plus tard. Mathieu avait quand même tenté le coup, accompagné de 2 avocats et de son médecin véreux. Face à eux, Maître Lefebvre et le professeur Dubois, psychiatre réputé, qui attestait de ma parfaite santé mentale malgré ma maladie physique. La juge, une femme intègre qui n'était visiblement pas celle que Camille espérait corrompre, examina les preuves. Le rapport médical indépendant, les documents du trust établis avant la demande de tutelle, la vente déjà finalisée de l'entreprise. Elle rejeta la demande sans hésitation. Sur les marches du palais de justice, Mathieu tenta une dernière approche. Ses yeux étaient rouges, sa voix brisée. « Papa, parlons. Donne-moi une chance de m'expliquer. Viens dîner vendredi soir. Seul, sans Camille. » Il accepta avec empressement. Le vendredi, Mathieu arriva avec une bouteille de Château Margaux, mon préféré. Nous nous sommes installés dans la salle à manger, face à face, comme 2 étrangers qui se jaugent. J'ai un cancer du pancréas, Mathieu. Phase terminale. Il me reste 6 mois, peut-être moins. Il blêmit, posa son verre. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Aurais-tu agi différemment? Ou cela aurait-il simplement accéléré vos plans? Ce n'était pas mon idée, papa. C'était Camille qui. Et tu l'as laissé faire. Tu as toujours été faible, Mathieu. Comme avec tes dettes de jeu à 22 ans. Il sursauta, tu savais.
12 000 € disparus de mon coffre. Bien sûr que je savais. J'ai attendu que tu viennes m'en parler, que tu t'excuses, que tu rembourses. Rien. Le silence. Nous avons continué à boire en silence. Le vin était excellent, mais le goût amer de la déception gâchait tout. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Demanda-t-il finalement. Voyager. J'ai acheté un billet tour du monde. Japon, Australie, Amérique du Sud. Tous ces endroits que j'ai toujours voulu voir. Seul ? Oui. C'est un voyage que je dois faire seul. Et l'argent ? Une fondation. Recherche médicale et bourse d'études. Tu n'auras rien, Mathieu. Ni toi ni Camille. Il baissa la tête, vaincu. Nous avons fini la bouteille sans échanger d'autres paroles significatives. En partant, il m'a serré dans ses bras, maladroitement, comme un enfant qui ne sait plus comment témoigner son affection. Je suis désolé, papa. Pour tout. Je sais. Mais c'est trop tard. Le lendemain matin, j'ai fermé la maison. Mes valises étaient prêtes, mes affaires en ordre. Denise avait toutes les instructions nécessaires. Maître Lefebvre gérerait le trust. Le professeur Dubois suivrait mon état de santé à distance. À l'aéroport de Mérignac, j'ai regardé une dernière fois les avions décoller vers Paris. Mathieu était quelque part là-bas, avec sa femme Cupide et ses regrets tardifs. Moi, je partais vers Tokyo, première étape d'un dernier voyage. Les médicaments contre la douleur étaient dans mon sac, soigneusement comptés. 6 mois de traitement, pas un jour de plus. Le cancer progressait inexorablement, mais j'avais gagné ma bataille personnelle. Mon argent servirait à quelque chose de noble. Mon fils apprendrait à vivre avec ses choix. Et moi, j'allais enfin découvrir le monde que j'avais sacrifié pour construire un empire qui, finalement, ne me survivrait pas. L'avion s'éleva dans le ciel matinal. En bas, Bordeaux rapetissait, la Garonne brillait comme un ruban d'argent. J'ai fermé les yeux, savourant ce moment de liberté absolue. Plus de mensonges, plus de faux-semblants, plus d'obligations familiales hypocrites. Dans ma poche, j'avais une liste. Kyoto et ses temples, Bali et ses rizières, Machu Picchu, les fjords norvégiens, Santorin au coucher du soleil. Tous ces lieux que j'avais vus en photo dans les magazines de la salle d'attente du docteur Morvan. Maintenant, j'allais les voir de mes propres yeux, même si ces yeux se fermaient bientôt. Gilbert Deschamps, self-made man jusqu'au bout, avait mené sa dernière négociation. Pas celle de son entreprise, mais celle de sa dignité. Il avait protégé son héritage de la cupidité, transformé sa fortune en espoir pour d'autres, et conquis sa liberté au crépuscule de sa vie. Certains liens du sang ne valent pas le papier sur lequel ils sont écrits. Certaines trahisons ne méritent pas le pardon. Parfois, la plus grande victoire est de partir la tête haute, seul mais libre, maître de son destin jusqu'au dernier souffle. Mon histoire se terminait là où elle aurait dû commencer, par un voyage vers l'inconnu, sans autre bagage que mes souvenirs et ma fierté retrouvée. Les 9 millions d'euros dormaient dans leur trust, prêts à germer en bourse d'études et en recherche médicale. Mathieu et Camille devraient apprendre à vivre avec leurs propres moyens et leurs remords. Quant à moi, j'avais 6 mois pour rattraper 67 ans d'occasions manquées. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était suffisant pour mourir en homme libre.